Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur votre télévision nationale. Je vous l'annonçais tantôt, dans les 18 prochains mois, 120 bureaux et 15 maisons d'arrêt seront réhabilités et équipés, 500 agents de sécurité formés sur les droits de l'homme. C'est dans le cadre du projet Restauration de l'autorité de l'État et accès à la justice dans le nord du Mali. D'un montant de plus de 8 milliards de francs CFA, le document relatif à ce nouveau projet a été signé ce matin en notre gouvernement et le représentant résident du PNUD. C'était en présence de Ramata Konaté. C'est pour garantir la présence de l'État sur toute l'étendue du territoire national que les autorités et leurs partenaires ont mis sur pied ce nouveau projet. Il s'agit du projet intitulé « Restauration de l'autorité de l'État et accès à la justice dans le nord du Mali ». Ce projet prévoit plusieurs activités. Appuyer la réalisation des travaux de réhabilitation et de l'équipement de 120 bureaux et de 15 maisons d'arrêt. Améliorer les conditions de travail des agents à travers la mise à disposition de 200 kits de matériel informatique, des bureaux et des mallettes de documents et textes usuels fondamentaux. Renforcer les capacités des représentants de l'administration publique ainsi que des 500 agents de police et de sécurité sur des thématiques en rapport avec l'éthique, la redevabilité, les droits de l'homme, le genre, etc. Ces activités seront exécutées pendant 18 mois pour un coût global de plus de 8 milliards de francs CFA. L'objectif de ce projet est d'aider le gouvernement à assurer la reprise des fonctions essentielles de l'État, des autorités des collectivités territoriales et la restauration de l'autorité de l'État. Ceci à travers le redéploiement des services de l'administration classique ainsi que des magistrats dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal et une partie des régions de Ségou et Mopti. Dans ces différentes zones, une cinquantaine de micro-projets seront également appuyés. Outre le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, plusieurs partenaires dont le Japon et la MINUSMA participent à la réalisation de ce projet. Le ministre de l'Équipement et des Transports était cet après-midi sur les chantiers d'aménagement et de renforcement de certaines voies à travers la ville de Bamako. Au cours de cette visite, la délégation a constaté un retard dans les travaux. Qu'à cela ne tienne, le ministre s'est dit tout de même confiant, nous précise Isaac Tchenou. Par cette visite, le ministre de l'Équipement et des Transports est venu constater de visu l'avancement des travaux de construction de routes à travers le district de Bamako. Ces travaux concernent l'élargissement en 2x3 voies de l'aménagement du boulevard du 22 octobre 1946, l'élargissement en 2x2 voies de la corniche sur une longueur de 2,3 km, le renforcement de l'avenue du 5 septembre, et l'aménagement et la construction d'un giratoire sur la corniche au niveau du carrefour de l'UNSUC, entre autres. Le taux d'exécution tourne autour de 38%. Ce qui reste à faire, c'est plutôt des travaux de revêtement surtout, qui ne prennent pas beaucoup de temps. Nous avons eu quand même des difficultés, mais à ce jour, on n'a pas de difficultés comme telles. L'avancement est normal et on pourra résorber un peu le retard parce qu'on est quand même un peu en retard. Le ministre Koumaré, au cours de cette visite, n'a pas manqué de faire cas de ces soucis qui s'articulent autour du délai d'exécution, de la sécurité des usagers et du problème environnemental. À la lumière des réponses des techniciens, le ministre s'est dit satisfait. Certes, il y a quelques petits retards dus souvent à des problèmes de libération d'emprise ou de réseau d'eau et d'électricité. Mais techniquement, les projets avancent et aussi ce qu'on a vu peut nous permettre de croire que les travaux seront terminés, pas dans le délai requis, mais pas trop loin du délai requis. Ces travaux entrent dans le cadre de l'embellissement de la ville et d'aménagement des infrastructures routières dans notre pays. Toute chose qui devra favoriser la fluidité du trafic et la sécurisation des usagers. D'une visite à une autre, le ministre du Logement, lui, était sur le chantier de construction des logements de la société de promotion des matériaux de construction immobilière. À constat, les travaux qui concernent 30 logements de type moyen et haut standing sont exécutés à 70%, suivant la visite guidée avec Daouda Sidiki Diarra.
Donner un cadre de vie meilleur aux populations maliennes, tel est le credo du gouvernement. Le ministre du Logement, dans cette optique, a consacré une partie de son emploi du temps de ce lundi pour venir se faire une idée de la qualité des travaux de construction des 30 logements entrepris par la société de production des matériaux de construction immobilière à Samaya. Ces programmes apparaissent comme complémentaires à ceux de l'État, notamment les logements sociaux. Je suis très surpris de voir que cette entreprise, cette société de promotion immobilière est travaillée sur la durée, sans soutien, pratiquement sans appui de l'État, en dehors de l'appui des services techniques, et que du côté financier, la mobilisation a été faite avec une banque, la BMS, pour atteindre des résultats qui sont des résultats d'à peu près 800 logements sur un certain nombre d'années, avec la perspective d'aller pour 1000 logements. Les 30 logements qui sont construits pour l'instant sont de type moyen et haut standing, F3-2, F4, F4X et F5. Les travaux qui ont commencé le 20 octobre dernier sont exécutés à 70%. Nous avons prévu dans notre programme d'activité cette année d'ouvrir 2 guichets. Un guichet pour venir en appui aux clients du programme des coopératives et un autre guichet pour venir en appui aux clients des sociétés de promotion immobilière. Jusqu'à présent, les cités que nous avons réalisées, c'est avec des privés, des particuliers que nous avons acheté ces terrains, ce qui rend le coût final du logement plus élevé. La pertinence du projet est à souligner, d'où le soutien de l'État. Nous avons certains, malheureusement, qui ont bénéficié effectivement des avantages, qui ont bénéficié des parcelles, qui depuis plus de 10 ans ne sont pas parvenus à réaliser un seul logement. Et cela ne peut pas continuer, cela ne doit pas continuer, parce que les Maliens vraiment ont besoin de logements. La Banque malienne de solidarité accompagne pour la 5e fois cette société dans la construction des logements sur des sites définis par Sopromac. Pour un client désireux d'acquérir un logement Sopromac en fonction du type de logement, l'apport personnel demandé au client se situe entre 30 et 50% et le reste est adossé à son salaire sur une durée de 7 à 10 ans. La fourchette des prix se situe entre 22 750 000 et 38 millions. Avec ses 167 parcelles, le site de Samaya s'étend sur 5 hectares et demi. Il est situé à 2 km de Sebenkuro sur le côté ouest de la route menant à Kangaba. Et nous avons ce communiqué. Le médiateur de la République, Baba Akiba Aïdara, quitte Bamako ce soir pour Ouagadougou, Burkina Faso, où il prendra part avec ses pairs de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA à une rencontre avec le président de la République du Burkina Faso, Blaise Compaoré, et avec le président de la commission de l'UEMOA, Cheikhne Adjibou Soumaré. Cette visite a pour objectif le renforcement de l'espace de coopération des pays de la zone UEMOA. Tenue des travaux de la 2e session du comité de pilotage du projet promotion de la production de l'utilisation de l'huile de diatrofa comme biocarburant au Mali. À noter que le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre en réduisant l'utilisation du diesel. Il a été mis en place par le gouvernement du Mali et le PNUD avec l'appui du Fonds mondial pour l'environnement. Garibou Pouérou, compte rendu. L'huile de diatrofa que d'autres appellent pour guerre ou encore Bagani fait surface au Mali. Les membres du comité de pilotage sont réunis pour valider les rapports d'activité 2013 et le plan de travail de l'année en cours. La promotion d'une énergie propre, abordable et accessible pour tous est vue comme une condition essentielle à l'éradication de la pauvreté, à la croissance économique et à la réduction des changements climatiques. Comme le dit Mme Hélène Clark, qui est l'administrateur du PNUD, je cite, « Élargir l'accès durable et abordable d'énergie pour tous est une priorité essentielle pour le PNUD. Nous nous engageons à jouer notre rôle dans la campagne internationale pour y parvenir. » Le biocarburant est l'une des alternatives aux carburants fossiles selon le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Il constitue pour le ministre Keïta une énergie économique moins polluante, mais aussi source d'emploi. Les enjeux pour les biocarburants durables sont d'ordre institutionnel, technique et financier. L'un des enjeux de ce projet est de capitaliser les expériences des acteurs, lever les entraves institutionnelles, techniques ou économiques et offrir les supports nécessaires à leur production à l'échelle nationale.
Les indicateurs du biocarburant sont promoteurs. Les biocarburants protègent l'environnement tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ils participent aussi à une indépendance énergétique économique des populations rurales, tout cela dans un cadre respectueux et dynamique. Et nous avons ce communiqué de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers sur la base des prix fournisseurs du mois de février 2014. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont de supercarburant sans plomb 750 francs CFA, pétrole lampant 565 francs CFA, gasoil 677 francs CFA, distillate diesel oil 677 francs CFA, fuel oil 482 francs CFA, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme, il est de 977 francs CFA. Conseil d'administration de l'agence de gestion du marché central à poissons de Bamako. Un seul sujet à l'ordre du jour, l'examen budgétaire de l'année 2014, estimé à 794 millions de francs CFA. Fatoumata Koni, les détails. L'agence de gestion du marché central à poissons de Bamako s'est beaucoup améliorée en termes d'investissement. Investissements qui ont permis de faire de grandes réalisations. C'est pourquoi, au cours de cette session extraordinaire, les administrateurs vont débattre de l'achèvement de ces chantiers. Le projet de budget que nous présentons ce matin aux administrateurs est équilibré en recettes et en dépenses à 794 millions de francs CFA. Cette somme, c'est pour réaliser les activités prévues et exécuter les dépenses prévues également. Autre sujet non moins important, la production et la vente de la glace, l'achat et la vente du poisson local et importé, les prestations de location et de services. Toutes choses qui permettront de faire face à la demande croissante du poisson et de la glace. Les grandes activités, c'est la commercialisation de la glace, la commercialisation du poisson local et le poisson importé. L'approvisionnement régulier de ce marché est d'une grande importance pour la sécurité alimentaire du Mali et également pour sécuriser les consommateurs des produits de qualité de pêche et d'aquaculture. Selon le directeur général, les défis qui se posent à son agence sont le transfert des grossistes de certains marchés. Il s'agit de ceux du marché de Médina Croix et de la BCAO. Le laboratoire central vétérinaire de Bamako, lui, a revu en hausse son budget prévisionnel 2014, soit une augmentation de 6,49%. C'était lors de la 29e session du conseil d'administration de la structure. Mamourou Sidibé, reportage. Cette 29e session du conseil d'administration du laboratoire central vétérinaire de Bamako examinera plusieurs documents. Il s'agit notamment des rapports d'activité et le point d'exécution du budget 2013, ainsi que le programme d'activité et le budget programme 2014. Concernant ces volets précis, l'enveloppe prévisionnelle se chiffre à près d'1,565 milliard de francs CFA en 2014, contre un peu plus d'1,469 milliard en 2013. Dans les domaines de la production des vaccins, un total de 26 282 852, toutes valences confondues, ayant reçu le label de bonne qualité ont été produites, soit une réalisation de 101,09%. Le LCV a ainsi enregistré aussi un dépassement des objectifs de vente, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Depuis sa création en 1972, les administrateurs sont agréablement surpris de constater que le laboratoire central vétérinaire continue de confirmer son statut de précieux outil au service du développement de l'élevage au Mali. Nous avons, grâce à nos efforts, reconquis le marché de l'Angola. Nous vendons les vaccins. Nous avons reconquis également le marché de la République de Guinée.
Donc cette augmentation ira dans le sens du renforcement des capacités de l'outil de production qui va nous permettre de rehausser encore plus le niveau des recettes. Avec 6,49% d'accroissement du budget, le laboratoire central vétérinaire projette la consolidation des résultats de production des vaccins, des contrôles de qualité et la redynamisation des activités de recherche scientifique. Autre session tenue aujourd'hui, celle de la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude. Les travaux qui vont durer 3 jours et regroupent les recteurs des universités de Bamako et de Ségou et les directeurs des grandes écoles et instituts. Le reportage de Nando Dameli. La Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude instituée en 2007 est la voie nationale de promotion des enseignants du supérieur à côté de celle du CAMES. Elle constitue l'une des solutions aux nombreuses difficultés que connaît l'enseignement supérieur. La tenue régulière des sessions de la CNLA, le nombre d'enseignants inscrits sur les différentes listes d'aptitude depuis la mise en place de la voie nationale et l'engouement des enseignants pour cette voie sont autant de facteurs qui nous invitent tous à persévérer pour sa pérennisation. Pour la présente session, la Commission doit examiner 98 dossiers, toutes disciplines confondues, et 3 réclamations, des chiffres jamais atteints auparavant. Les motifs de satisfaction militent en faveur de la pérennisation de notre système de promotion interne. Celui-ci, faut-il le souligner, doit se faire dans la transparence, avec la rigueur et le professionnalisme de tous les acteurs. Les travaux de la 7e session se déroulent autour du thème « Ensemble pour la promotion des enseignants du supérieur », ce qui impose à tous un esprit d'équité, le sérieux et la rigueur, gage pour la mise en place de cadres adéquats pour la production scientifique, la création des fonds de recherche au niveau des facultés et l'exploitation optimale par celles-ci des possibilités offertes par les partenaires. Sur un tout autre plan, je vous invite à suivre cette interview de Joseph Bill Karalia, le représentant de ONU Femmes au Mali. Il nous parle du forum qui s'ouvre demain dans notre capitale sur le thème « Rôle et place de la femme dans la réconciliation et le développement ». Il est au micro de Mohamed Ould Mamouni. Pour nous, ONU Femmes, qui avons été créées par les Nations Unies comme une organisation spécialisée dans la promotion de l'égalité entre les sexes, c'est très important pour nous de nous assurer qu'il y ait des débats, ou du moins qu'il y ait une conscience avérée dans le pays concernant la place qu'occupe la femme dans la société malienne. Comme vous le savez, depuis toujours, la femme malienne a joué un rôle important dans la vie du pays, mais nous constatons néanmoins que la femme malienne n'a pas toujours été associée aux très grandes décisions. Alors c'est pour ça que nous sommes vraiment heureux que cette thématique ait été incluse dans ce forum pour que les gens puissent en discuter de façon très ouverte. Si vous prenez tout ce qui a trait à la participation de la femme dans la vie du pays et donc sa participation aux prises de décisions qui affectent sa vie et la vie de la nation, on se rend compte que la participation de la femme est très faible. Vous savez par exemple qu'au niveau du Parlement, il n'y a que 9,6% de femmes qui sont membres du Parlement. Ce sont des endroits où des décisions importantes sont prises en ce qui concerne sa vie à elle, mais la vie de toute la nation. Nous pensons que des débats tels qu'ils vont être menés dans le cadre du forum pourront sensibiliser davantage toute la population. Le Bureau politique national de la Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sinas Faso RE, et l'Union pour la République et la démocratie, suite à l'assassinat de 30 civils Touaregs à Tamkoutat, près de Gao, et adressent leurs condoléances les plus émues aux familles des victimes et demandent au gouvernement à mettre tout en œuvre pour traquer, arrêter et déférer devant la justice les auteurs de ce crime crapulé. L'actualité hors de chez nous, direction la République centrafricaine où rien ne va plus. Scène de pillage, musulmans en fuite, assassinat de personnalités publiques, bref, un véritable carnage. Depuis Brazzaville, la présidente hausse le ton. Elle précise que ces actes ne resteront pas impunis. Des larmes et des cris. Une famille pleure la perte d'une jeune femme tuée par un ex-Séléka.
La vengeance des anti-Balaka du quartier ne s'est pas fait attendre. Le meurtrier est lynché, brûlé, ainsi que sa maison. Une scène devenue familière dans la capitale centrafricaine où ce week-end une dizaine de personnes a été tuée, dont un député froidement abattu par 2 hommes à moto. Depuis Brazzaville, la présidente centrafricaine multiplie les menaces. Un certain nombre de personnalités ont posé des actes répréhensibles. Ils répondront de ces actes-là. Je n'ai pas à protéger, moi, des bandits de grand chemin ou des politiques véreux ou des agitateurs qui ont amené ce pays dans la situation que nous connaissons en ce moment. Sur le terrain, les forces françaises sangaristes comme africaines sont dépassées. Les militaires rwandais de la MISCA ont tué ce jeune anti-Balaka qui voulait brûler le cadavre d'un musulman. Mais cela n'empêche ni les règlements de compte, ni le pillage. La communauté musulmane, accusée d'avoir soutenu l'ancienne rébellion, est aujourd'hui la cible principale des attaques. Notre plus grande crainte est que dans quelques semaines, il n'y ait plus de musulmans à Bangui et dans l'ouest du pays. Par famille entière, les musulmans fuient Bangui. Et la situation empire à l'intérieur du pays où les rebelles ex-Séléka massacrent en remontant vers le Tchad. Et les populations musulmanes abandonnées sur place sont à leur tour menacées de mort par les milices chrétiennes. Toujours sur le continent, au Burundi, il pleut des cordes. Une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort. C'est dans Afrique en brève et en images. Au Burundi, au moins 51 personnes sont mortes à Bujumbura à la suite de pluies torrentielles survenues dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit d'ores et déjà du pire bilan lié à des intempéries dans la capitale. La police a aussi dénombré une centaine de blessés. Les quartiers populaires ont été les plus affectés. Les maisons construites en briques de terre séchée n'ont pas résisté aux coulées d'eau et de boue. L'État a promis de l'aide alimentaire aux victimes et assuré que les frais d'enterrement et de relogement seront pris en charge. Les opérations antiterroristes se succèdent en Tunisie. 4 terroristes présumés ont été arrêtés ce week-end. Ahmed El Melki, suspecté d'être impliqué dans l'assassinat du député Mohamed Brahmi le 25 juillet 2013, a également été interpellé. Surnommé le Somalien, l'homme est tombé entre les mains des forces de l'ordre après une opération de quelques heures au nord de Tunis. Ahmed El Melki était retranché dans une maison avec un groupe de terroristes présumés. En Côte d'Ivoire, c'est la santé d'Alassane Ouattara qui est à la une de la presse ivoirienne. Le chef de l'État aurait subi une intervention chirurgicale en France où il s'est rendu pour une visite privée depuis quelques jours. Selon la présidence ivoirienne, l'intervention chirurgicale liée à une sciatique s'est bien déroulée et le chef de l'État se porte bien. Alassane Ouattara est âgé de 72 ans, élu président en décembre 2010. Il a déjà annoncé sa candidature pour la prochaine élection qui se tiendra en octobre 2015. Retour au Mali, direction Tombouctou, une mission du département de l'emploi et de la formation professionnelle vient de séjourner. L'objectif était d'évaluer l'évolution des projets et des chantiers en cours dans la région initiés au profit des jeunes. Et Attendina, correspondance. Cette mission, composée des responsables du département de l'emploi, à savoir la PEJ, l'ANPE, le FAFPA, était venue s'enquérir de l'évolution des projets en cours. Ce que nous avons vu ce matin, c'est l'une des phases des activités qui sont en 3 volets. Donc nous avons pu visiter un volet ce matin qui concerne l'assainissement et à travers des groupes de jeunes que vous avez vus à l'œuvre. Sur le terrain, la visite guidée par M. Tamboura, représentant de la PEJ régionale, a permis aux missionnaires d'apprécier les chantiers initiés par la PEJ au profit des jeunes de Tombouctou. Aussi, les différents services relevant du ministère de l'Emploi ont reçu la visite du représentant du ministre. Ici, le constat est que l'engagement du gouvernement a permis de réhabiliter les bâtiments et de les équiper. Du mois de janvier à aujourd'hui, et sur la base de ce que je viens de voir, et je me suis rendu compte de tout l'effort que le gouvernement et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et nos différentes agences, notamment la PEJ, l'ANPE et le FAFPA, ont pu fournir pour que nous voyions aujourd'hui des bâtiments presque fonctionnels. En cette période post-crise, les jeunes de la 6e région attendent beaucoup de la PEJ, de l'ANPE et du FAFPA pour prétendre à un emploi sûr et une formation appropriée.
Visite de terrain à Machogo, dans le cercle de Kadiolo, en 3e région, d'une délégation de la Chambre des mines du Mali, s'imprégner des réalités de leur paillage et surtout de la faisabilité du projet de restructuration du secteur était entre autres objectifs de la mission. Aloussine Touré et Abdraman Douka Traoré sont nos envoyés spéciaux. Voici la forêt classée de Machogo, ou plutôt ce qu'il en reste suite à l'action destructrice de l'homme. Dans cette forêt, des indices d'existence du métal jaune ont été découverts, d'où la convoitise dont elle est aujourd'hui l'objet. Un permis de recherche avait été attribué sur cet espace, permis annulé par la suite, on ne sait trop pourquoi. Toujours est-il que cette forêt est sous bonne garde à la fois du service des eaux et forêts et des forces de sécurité, car, ne l'oublions pas, Machogo est situé à la lisière de la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Mais pour les orpailleurs maliens, la réalité est tout autre. Le représentant actuel des eaux et forêts, il autorise les détenteurs d'appareils moyennant 5 000 francs par jour ou 20 000 francs par semaine. Souvent, il y a entre 50 et 60 appareils. Des affirmations corroborées par leurs homologues ivoiriens. Le premier jour, ils ont dit, on n'a qu'à cotiser quoi, 500 chacun. Bon, on a vu que 500 là, c'est trop. Parce qu'il y en a même, ils viennent ici, ils se retournent, ils ne gagnent rien. Informé par nos soins, le gouverneur promet d'y voir plus clair. Ce qui est sûr, comme on l'a dit, un voleur ne peut pas voler dans un village, dans une communauté, sans complicité. Les appareils étrangers ne peuvent pas venir exploiter la forêt malienne sans l'assentiment des populations autochtones contre leur gré. Qu'est-ce qu'ils attendent pour se plaindre? Dans tous les cas, on peut comprendre même que c'est des populations qui trichent pour exploiter, mais si c'est des étrangers, quel intérêt ça a pour le Mali? Les services techniques et régionaux qui sont là, que ce soit les eaux et forêts ou la sécurité, on va les interpeller là-dessus pour y mettre fin. Il est évident que l'avenir de l'orpaillage réside dans la restructuration du secteur, ce à quoi s'attellent autorités nationales et organisations fétières. Pose de la première pierre d'une nouvelle école coranique et d'une mosquée à Faladje, d'un coût de 650 millions de francs CFA. L'initiative est de l'Association culturelle islamique de la Turquie. Moussa Fane, reportage. C'est un bâtiment de 3 niveaux qui sera bâti sur une superficie de 11 126 mètres carrés. Il comprendra une mosquée et un centre coranique de 3 salles, plus le logement du directeur et d'autres commodités. Notre devoir dans le monde, premièrement, de faire l'école coranique et enseigner notre Saint-Coran. Donc, depuis 2007, nous, on était là, mais on était dans les maisons de location. Mais maintenant, aujourd'hui, on a une occasion de faire notre école coranique ici pour servir à notre Saint-Coran. Un centre d'apprentissage coranique moderne qui va certainement améliorer la condition de nos enfants talibés. Je crois que c'est extrêmement important pour nous. Le centre a une capacité d'accueil de 150 élèves de 12 à 17 ans. L'objectif est d'initier les jeunes à mémoriser le Coran. Selon le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Mali et la Turquie. Je suis tout heureux, tout honoré, surtout quand vous voyez qu'il vient d'Afrique du Sud et que ce centre est le 3e et qu'ils font après avoir quitté notre pays et ils s'en vont aussi dans un autre pays. Alors donc il y a une volonté d'être présent. Et cela nous rassure parce que nous avons besoin d'un islam du juste milieu. À noter que le terrain qui abritera la mosquée et le centre islamique a été gracieusement offert par Mme Askofari Lalaïcha, entrepreneur de son État. Place au sport. Championnat national de Ligue 1, hier au compte de la 8e journée. L'AS Police a contraint au nul le Djoliba AC 0-0. Dans l'autre rencontre, les 11 créateurs de Niarela ont été tenus en échec, un but partout par le premier Eluidj FC d'Aguelok. Siragatou Sissé nous résume ces 2 matchs joués au stade Modibo Keïta. Le match 11 créateurs de Niarela ici en jaune et Eluidj FC d'Aguelok décisif l'un pour l'autre a laissé certainement un goût amer aux protagonistes. Les 11 créateurs ont été tenus en échec un but partout par Eluidj FC d'Aguelok. Il ne fallait surtout pas venir en retard au stade Modibo Keïta. Tenez, dès la première minute de jeu,
Abdoulaye Bangoura d'un somptueux coup franc transperce le mur des 11 créateurs. Le temps de savourer la beauté du but, les 11 créateurs de Nyarela égalisent sur l'engagement par Yacouba Nyare d'une tête piquée. Les 11 créateurs de Nyarela, 11 points, ont raté l'opportunité de figurer dans le quintet. Et les 8 FC Dagelhok, 4 points au classement, peinent véritablement à sortir de la zone rouge après 8 journées. Auparavant, l'AS Police était face au Djoliba AC, le leader. Les oppositions entre ces deux équipes sont toujours électriques. Un hommage d'entrée à Boubacar Sidibé Dijardin, ancien joueur de l'AS Serral et du Djoliba AC, décédé quelques heures avant le match. Revenons-en à ce duel AS Police Djoliba AC. Des deux côtés, on se précipite dans le geste final. Amara Malé, 3e minute, but sur le portier. 22e minute, Mamadou Sidibé, l'ancien joueur du Djoliba, voit son tir capté par Cheikh Oumar Bachili. Le score de 0-0 reflète la physionomie du match. Le Djoliba AC reste toujours leader avec 19 points. En attendant, le match Stade Malien de Bamako assomme en retard. À présent, la chronique santé, elle touche ce soir à un problème de santé publique par inadvertance ou par accident s'il vous arrive d'avaler des produits chimiques. C'est à vous qu'on s'adresse ce soir. Ces produits chimiques peuvent endommager l'œsophage et l'estomac. Ils peuvent également aboutir à ce qu'on appelle une sténose caustique. La sténose, rappelons-le, peut empêcher le malade d'avaler même sa salive. Jessira Dambili nous en dit plus. Suivons-le. La sténose caustique désigne le rétrécissement du calibre de l'œsophage. Elle intervient quelques mois après qu'une personne eut avalé des produits chimiques corrosifs qui brûlent la muqueuse. Les personnes souffrant de pareils problèmes au Mali sont de plus en plus nombreuses. Une trentaine de cas touchant essentiellement des enfants dans le seul hôpital du Mali ces 2 dernières années. Le phénomène n'est pas nouveau et pose le problème des accidents domestiques traumatisants pour les tout-petits. C'est des accidents qui arrivent généralement dans 80% sur les lieux de travail des femmes. Parce que les enfants qui sont à 4 pattes, donc des enfants qui rampent ou bien qui viennent à peine de marcher, boivent ces produits de façon accidentelle et ça brûle la bouche et l'œsophage. Donc les malades qui nous arrivent sont des malades qui sont très fatigués parce que une fois que la brûlure arrive, les malades n'arrivent pas au chirurgien. Ils tournent d'abord dans le traitement chez les thérapeutes, les médecins de ville, les hôpitaux, et puis avant de trouver la référence chirurgicale adéquate. Quand l'enfant arrive tôt en pédiatrie après l'accident, on peut souvent limiter les dégâts, mais des mois après, c'est la sténose qui s'installe. Le patient peut ne pas pouvoir manger ou même avaler sa salive, ce qui conduit à la dénutrition totale. La prise en charge de la sténose caustique est pluridisciplinaire. Elle peut exiger qu'on enlève et remplace l'œsophage et l'estomac, mais à l'hôpital du Mali, en service de chirurgie thoracique, les choses ont positivement évolué avec la technique de la dilatation. Cette méthode, qui est une méthode conservatrice, permet de dilater l'œsophage progressivement par des bougies et permet de faire manger l'enfant ou bien l'adulte pratiquement immédiatement. Mais au prix de plusieurs dilatations, parce qu'en moyenne, dans la littérature, on va jusqu'à 10 dilatations et on dilate pendant plusieurs années, parfois 2 ans, parfois 3 ans. Mais les malades arrivent à guérir complètement après ces dilatations-là. Mais généralement, les patients rôdent longtemps avant d'arriver chez les spécialistes capables de faire la prise en charge. Avec l'augmentation du nombre de cas, l'hôpital du Mali a pris des mesures grâce à la sensibilisation et à la prise en charge de certains cas. Mais au Mali, les produits chimiques incriminés dans les intoxications ne sont pas bien emballés et ne sont pas vus comme tels, ce qui fait que le risque reste entier chez les enfants des teinturières, des coiffeuses et des producteurs de savon.
Le monde de la presse malienne en pleure aujourd'hui. Il vient de perdre l'un des ténors du domaine. Bakary Koulibaly, journaliste chevronné du quotidien national L'Essor, n'est plus. Il a été arraché à notre affection des suites d'un accident de la circulation à l'âge de 60 ans. Sa famille, ses proches, amis et collaborateurs l'ont accompagné ce soir dans sa dernière demeure. Nous, Sissoko, nous présente ce journaliste hors du commun. Bakary Koulibaly, précédemment journaliste à l'agence malienne de presse et de publicité AMAP, repose désormais au cimetière d'Amdalaï. C'est en 1988 qu'il entre à l'AMAP. Cela après l'obtention d'un diplôme supérieur de journalisme à Cuba. Il a dirigé pendant près de 20 ans la section reportage du quotidien national L'Essor. Dans un journal, on fait beaucoup de choses, mais l'essentiel du travail que l'on fait, c'est du reportage. Et Bakary était le responsable des équipes de reportage de L'Essor. Donc ça signifie qu'il avait en charge la partie la plus importante du journal. Donc il avait les qualités requises, aussi bien techniques que d'autorité, si vous voulez, d'organisation, pour tenir ce poste-là. Rompu à la tâche, Bakary exerçait son métier avec rigueur. C'était quelqu'un qui était entièrement dédié aux tâches qui lui étaient confiées au journal L'Essor. C'était quelqu'un qui se dévouait pour ce travail et c'est quelqu'un qui se dépensait sans compter. Par tempérament, c'est quelqu'un de très calme. Il était également un journaliste très consciencieux, très méticuleux dans sa méthode de travail, sachant écouter et sachant se faire comprendre également de ceux qui l'approchaient. Ces relations de collaboration ont été des plus conviviales et empreintes d'un esprit d'équipe. C'était un ancien, mais surtout un encadreur. Quelqu'un dont le parcours inspirait la jeune génération, quelqu'un qui prodiguait beaucoup de conseils, quelqu'un qui ne se fatiguait jamais de s'occuper des stagiaires. Donc sur le plan social, il symbolisait également l'esprit de famille qui a toujours caractérisé la MAP. Bakary Koulibaly laisse derrière lui une veuve et 6 enfants éprouvés. Que son âme repose en paix, amen, comme dirait l'autre. Les grands hommes ne meurent jamais, seuls partent leur corps. Bakary dort en paix. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Bonsoir, à demain 20h.